Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 11 mai 2022. Alors aujourd'hui, on parlera du Bitcoin comme d'habitude. Je voulais parler d'Atom, mais bon, je viens de me dire au final, enfin, ça même pas il y a 3 secondes, je viens de me dire, ok, autant parler de Luna et de parler un petit peu de ce qui se passe sur Luna, donc je ne rentrerai pas dans les détails au niveau du fondamental, etc. etc. Il y a beaucoup de spéculations dessus, mais on verra un petit peu ce qu'il en est, enfin, pas techniquement ou autre, mais on va voir les bons comportements à adopter sur ce genre d'asset et à faire, enfin, ce qui est à faire et à ne pas faire. Ok. Alors du coup, le Bitcoin, et on parlera aussi un peu de macroéconomie. Alors du coup, le Bitcoin qui est en train de consolider ici, on a donc maintenant une zone de combat. Ok, donc le marché est bloqué entre ces deux bornes, donc ce point bas ici. Hop, les 29 700 dollars et simplement le point haut du rebond. Ok, donc ça c'est la petite phase de consolidation avant les chiffres probablement de l'inflation. Est-ce que l'inflation va continuer d'augmenter ou non? Si l'inflation continue d'augmenter, le marché va mal le prendre parce que des mesures supplémentaires peuvent être prises. Si par contre l'inflation diminue, on pourrait noter une petite baisse de l'inflation du coup et se dire ok, ce que fait la Fed, ça a des petites conséquences, ça améliore un petit peu les choses. On pourrait garder cette politique monétaire et voir ensuite si le marché pourrait accepter cette politique monétaire ou non. Et à ce moment-là, on pourrait revoir des remontées de marché. Que nous dit le marché techniquement? On est venu péter beaucoup de liquidités, il y a beaucoup de panique actuellement sur les alts, il y a enfin beaucoup de gens qui vendent sur les altcoins, donc là à ce moment-là, c'est une bonne chose, hein, c'est que le train se décharge de lui-même, naturellement. Au niveau de l'open interest des altcoins, par exemple, on est revenu sur des points bas, les points bas qu'on avait trouvés lorsque le Bitcoin avait bottom d'ailleurs. Ça veut bien charger, on va attendre. On dirait bien que ça, c'est en train de fonctionner. Oui, du coup, on est revenu à environ 7 milliards 400 millions d'open interest sur les alts. Donc on était à 15 milliards il y a quoi? Il y a même pas un mois, enfin il y a un mois et une semaine. Donc l'open interest qui a été divisé par deux, donc des grosses pertes encaissées par les traders de contrats dérivés. Donc le train des alts qui s'est déchargé ici. On pourrait le décharger encore plus, hein. Par exemple, voilà, on était à 4 milliards l'été dernier. Ça se trouve, c'est l'objectif qu'on va essayer de venir chercher. Mais en tout cas, voilà, ce train s'est pas mal déchargé quand même. Et malgré la chute du Bitcoin, on ne voulait pas encore voir de capitulation sur les alts. C'est-à-dire que les gens étaient encore accrochés à leurs altcoins, en tout cas sur contrats dérivés. Donc moi, quand je vois l'open interest drastiquement chuter sur les contrats dérivés, je me dis, ok, il y a aussi des gens qui ont dû vendre sur le spot. Alors si les prix chutent, c'est que les gens vendent, hein, tout simplement. Là, on voit par exemple, dès que le Bitcoin redéclenche un petit mouvement baissier dans, dans cette petite consolidation entre 29 700 et 32 700, les altcoins prennent encore plus cher, ce qui fait que les gens actuellement paniquent vite. Et les gens paniquent, ont peur justement de se dire que ce qui arrive à Luna, etc., ça pourrait arriver à leurs assets possiblement, et c'est pour ça qu'ils sont en train de les vendre possiblement. Et du coup, ici, vous avez le prix du Bitcoin en haut, et vous avez l'open interest des alts en bas. Ok, donc ça, l'open interest, c'est ce qui exprime l'argent qui est parié en milliards de dollars sur les contrats dérivés des altcoins. Par exemple, ici, on voyait le Bitcoin qui commençait à chuter, l'open interest des alts qui restait assez stable. Ce qui veut dire qu'ici, les gens étaient quasiment encore en train de long. On peut estimer ça, ou ne voulaient pas clôturer leur position. Là, ils ont commencé à lâcher, une fois qu'on est venu vers ici, vers les 33 000, là, ils ont commencé à lâcher parce qu'on a eu une bonne chute de l'open interest. Ok. Est-ce qu'on peut témoigner d'un bottom sur le Bitcoin? Pour l'instant, non. L'open interest des alts pourrait donc chuter encore, ce qui pourrait engendrer encore plus de panique. Parce que là, actuellement, malgré que le prix chute, on n'a pas encore de grosses liquidations sur les altcoins. Donc, ce qui peut aussi dire que les liquidations sur les alts sont possiblement encore plus bas. Également au niveau de au niveau de l'order flow sur le Bitcoin, toujours des fundings positifs, ça c'est pas une chose qu'on voudrait voir. Normalement, après une chute aussi forte, on est censé voir des fundings négatifs, au moins voir des gens qui paniquent sell. La réponse est non. Enfin, des gens voilà, qui short, qui clôturent leur long très vite, etc., qui vendent au marché, c'est pas le cas. En revanche, ce qu'on voit également, c'est que ici, on a un CVD qui remonte avec un open interest qui chute. Donc là, on sait qu'il y a des gros qui sont en train de clôturer leur short, de prendre des bénéfices sur leur short. Pour autant, ça veut pas dire que c'est to the moon, il n'y a pas de force en fait. Là, c'est juste des mecs, les rebonds sont causés par des gens qui clôturent leurs shorts. C'est pas voilà, des acheteurs agressifs. On prend des bénéfices sur les shorts et ils peuvent prendre des bénéfices encore plus bas. J'ai déjà parlé de plusieurs fois, hein, j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois pour les investisseurs, zone de rechargement, prix de production, MA200, etc., etc. Je vais pas répéter tout ce que j'ai dit, creux dans le volume profile. Est-ce que du Bitcoin à 30 400 sur du long terme, c'est intéressant? Probablement oui, parce qu'à terme, le Bitcoin pourrait s'installer au-dessus des 1000 milliards de capitalisation, donc super à 60 voire 70 000 dollars sur du long terme. On avait vu qu'après l'halving, le prix de production va doubler, donc il va passer en gros entre 40 à 68 000 dollars. Il faut savoir que le Bitcoin est toujours
dans les prix de production, au-dessus des prix de production. Donc on pourrait dire que d'ici 2024, au minimum, notre plancher, ce sera 40 000 $. Donc la logique est que si aujourd'hui j'achète du Bitcoin à 30 400, est-ce que c'est intéressant? Techniquement, oui, puisqu'il y a de grosses probabilités que d'ici 2024, au moins le prix soit à 40 000 $. Donc je puisse faire une plus-value de 10 000 $ par Bitcoin. Ok. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on ne sera pas plus haut ou est-ce qu'on va pas pouvoir choper du Bitcoin plus bas? Ok. Bien évidemment que si je peux choper du Bitcoin à 25, à 24, à 23, bah c'est mieux que de l'avoir acheté à 30, puisque si on est à 40 en 2024, j'ai déjà une plus-value plus importante. Ok. Maintenant, oui, pour moi, acheter du BTC à 30 000, dans un horizon d'investissement, oui, ça peut être intéressant juste vis-à-vis de l'halving et vu voilà, simplement du concept de l'halving qui fait que le prix du Bitcoin continue d'être haussé sur le long terme, tout simplement. Maintenant, je vois pas grand-chose d'autre à dire. Enfin, si, pour moi, la liquidité, vraiment le plus gros de la liquidité sur ce marché se trouve toujours plus bas. Ici, littéralement. On avait vu ensemble le fameux scénario possible du BTC et du S&P, qui est que le BTC fasse ce qu'a fait le S&P en 2008-2009, chasse aux liquidités et une remontée lente. On n'a pas fait une nouvelle ATH avant 4 ans. Du coup, on n'est pas bête. Je compare pas le Bitcoin et le S&P. Et le S&P qui est... Enfin, les cycles traditionnels du marché traditionnel sont beaucoup plus longs. Ok, je vois pas le Bitcoin mettre 4 ans pour faire un nouvel ATH. Enfin, ça pourrait arriver, mais je vois pas le Bitcoin mettre 4 ans pour remonter. Mais on peut... Ah, ça c'est bien ça, avant on pouvait pas faire. Mais on peut par exemple essayer de se dire, ok, le marché ici, il a mis de 2007 jusqu'à 2009, donc on a mis 2 ans pour chuter. Ok. Donc on va calculer en termes de barres, ça a mis combien de temps? En fait, on va comparer simplement, on va essayer de rapprocher l'échelle de temps qu'on a ici sur le Bitcoin. Donc en gros, la TH et le bottom, ça a mis 518 jours. Nous, on est sur une chute qui dure ici, qui dure depuis 182 jours, donc c'est beaucoup plus court. Si, admettons, le bottom se fait dans 1 à 2 semaines ou 3 semaines, on serait sur environ 200 jours, ok? Donc on pourrait se dire que si on a mis 200 jours pour bottom et que le S&P il a mis 518 jours, et ben on aura un multiplicateur d'environ 2, 2,5. Voilà, on pourrait se dire, ok, notre multiplicateur c'est 2, 2,5. Je sais pas si vous me suivez. Et du coup, lui, sa remontée, il a mis 1460 jours ici, ok, pour faire un nouvel ATH. Donc en gros, on a mis 4 ans. Bah non, on pourrait se dire que si notre multiplicateur c'est 2,5 environ, bah à ce moment-là, on peut se dire, ok, on va faire 518. Là, là j'essaie de vraiment spéculer. 518 divisé par 200. Donc en gros, le Bitcoin se déplace 2,6 fois plus vite, donc techniquement 1460 qu'on divise par 2,6. Qui nous donnerait du coup quelque chose de l'ordre de 561 jours, donc environ 1 an et demi pour aller chercher un nouvel ATH. On a quoi dans 1 an et demi? On a l'halving. Donc date range ici, non, très horizontal. L'halving qui est prévu du coup pour mars 2024, qui sera voilà, à août ici, donc mars, qui sera un pivot majeur, ok. Et donc à ce moment-là, ça ferait environ, si le bottom est trouvé, je donne des chiffres au hasard, je sais pas, dans 2 semaines, on va dire allez en juin, début juin, hop, on prend juin ici. Ah là j'ai pas le date range, merde. Date range ici, on avait dit début juin, le 6 juin par exemple. Ici on serait sur du 650 jours d'ici l'halving, ok, mais nous on a calculé environ 560 jours. Donc quelque part par là. Ce qui serait pas incohérent. Donc est-ce que ce serait incohérent d'avoir un Bitcoin qui remonte doucement mais sûrement, il n'y a personne qui en entend parler, le truc fait sa vie, on remonte doucement sans qu'il y ait trop de hype, et d'ici l'halving pour qu'on aille chercher un nouvel ATH? Pour moi, non. Ça pourrait faire sens, ça pourrait faire sens. Ok, actuellement, comme j'expliquais aux élèves, je vois 2 scénarios. Je vois soit le petit bottom qui se pose ici, on ne vient pas chasser la liquidité, et à ce moment-là, on a une remontée lente jusqu'à l'halving, ok. Soit chasse aux liquidités, et enfin non, 3 scénarios. Soit le bottom se pose ici, ok, et on remonte doucement mais sûrement. Pour moi, dans tous les cas, il faut remonter doucement mais sûrement pour être dans un marché sain. Parce que le Bitcoin, dès qu'il y a trop de volat, les gens voient ça comme l'opportunité du siècle, vont foutre du levier, et c'est un jeu sans fin. Le truc se fait démonter. Voilà, faut qu'il fasse sa vie doucement mais sûrement, comme ici, où il est monté doucement mais sûrement sans que personne n'entende parler avant d'exploser. Faudra faire la même chose. Du coup, soit le bottom se pose ici, soit chasse aux liquidités, hop, on réintègre, on pose un bottom, on remonte doucement, et le bottom était ici. Soit grosse phase de capitulation, donc là on défonce littéralement cette zone, bam, on enfonce ça, on va se frotter aux 20 000, peut-être aux 18 000, 20 000 $, donc une grosse phase de capitulation. Il y a tout le monde qui se fait arracher, l'open interest sur les contrats d'AIV, il divise encore par 2, voire même par 3, il se fait littéralement défoncer, on a des records de liquidation, littéralement quasiment du jamais vu, ou une mars 2020 2.0.
Et à ce moment-là, ok, pareil, là, à ce moment-là, on consolide très longtemps, on pose un énorme bottom où il y a un désintérêt juste monstrueux. Et ok, on repart d'ici la ligne de 2024. Mais franchement, je vois pas du tout le rebond to the moon ou repart to the moon très vite. Pour moi, ça c'est mort. Parce que le biais bearish n'est pas ancré dans le cerveau des gens. Si ce marché remonte vite, les gens vont se dire c'était le dip, c'est le moment de rentrer dans les cryptos, et vont refoutre du levier et se feront démonter derrière. Alors que si ce marché monte doucement mais sûrement, on va gommer ce biais de to the moon, l'intérêt va continuer de diminuer, ou de rester flat comme ceci, sans pour autant remonter to the moon comme ça. Et à ce moment-là, c'est ce qu'il faudra pour avoir justement une remontée lente, sans trop de levier, et que le marché puisse remonter doucement mais sûrement, donc avec un intérêt assez faible. Et par exemple, vos collègues ou vos amis, vous leur dites oui, tu devrais investir dans les cryptos, vont dire non, mais t'es fou ou quoi, regarde, ça bouge pas. Et là, ça sera le signal. Par contre, quand vous dites à vos potes investissez dans les cryptos et ils vous disent ah ouais, ça fait que monter, je vais acheter, là, c'est pas bon signe. Et du coup, si vous dites, enfin, si jamais le marché remonte et que tout le monde se dit ah ouais, c'est le moment d'investir dans les cryptos, c'est pas bon. Ok. Voilà, c'était pour reparler ça un petit peu du scénario. Et du coup, surveiller la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance montre des signes de retournement. Si jamais on entre dans ce scénario de ça monte doucement mais sûrement, il y a de grandes chances que la Bitcoin dominance puisse monter. Ok, si la Bitcoin dominance monte, à ce moment-là, les alts, elles, resteront plus ou moins stables. Et du coup, on aura des big bottoms qui se poseront sur les alts comme ça, pendant que lui, le Bitcoin sera en train de remonter doucement mais sûrement. Et quand les alts donneront leurs signaux haussiers, à ce moment-là, le Bitcoin, lui, pourra peut-être accélérer. Là, vraiment, je vous parle de scénario de marché. Mais pour moi, il faudra calmer la volatilité vraiment tôt ou tard. On ne peut pas rester dans une volatilité aussi énervée comme ça. Maintenant, je le pense toujours, il y a trop de liquidités sous ce niveau. Il y a des liquidations juste monstrueuses sur ces niveaux. Ça m'étonnerait sincèrement qu'on n'aille pas les chercher. Il y a toujours des liquidations juste monstrueuses dans les 24 008, 27 003, sous tous ces creux de liquidité. Pour moi, on est venu trop proche pour pas y aller en fait. Après, si tout le monde dit qu'on va y aller, on n'ira peut-être pas. Mais si les gens sont ici en train de se dire non, on n'ira pas casser les 30 000, je doute qu'on n'aille pas chercher ces liquidités ici. Et le creux dans le volume profile, pour être plus précis, hein, pour se dire jusqu'où ça peut aller, c'est ici en gros. Là, hop, le creux dans le volume profile, il est ici. Tac, comme ceci. Ok. Et si jamais il y a un deuxième creux, donc si jamais le support des 24 000, il tient pas, enfin le support, en gros, il y a eu un développement de prix qu'on a dû faire au 24, ici, ouais, dans cette zone, quelque part par là. Si ça tient pas, bon bah le volume profile, lui nous indique que une bonne zone, pareil, ça serait plutôt ici, donc entre 19 et 22. Pour moi, c'est mes objectifs ici de fin de chute. Si je vois quelque chose se marquer ici, très bien, pour l'instant c'est pas le cas. Si jamais le marché va chercher ses liquidations ici et qu'on ne marque pas le point bas ici, bon bah à ce moment-là, ce sera probablement, comment dirais-je, dans cette zone ici entre 19 et 22 000 $, retest de l'ancienne ATH de 2017 et également la EMA 200 et ce creux dans le volume profile ici. Le marché peut aller plus bas bien évidemment, mais à l'instant T, c'est vraiment les zones de prix que je trouve intéressantes pour marquer le bottom. Donc hop, tac. Et du coup, il y a la EMA 200 qui tombe en plein dessus. On peut la custom. Voilà, 200, mais normalement je l'avais en weekly, normalement c'est possible. Voilà, time frame, weekly. Ok, ah mais malheureusement je suis sur BTC USDT, il n'y a pas assez d'historique. Faut aller sur un Bitstamp, mais bon voilà, la EMA 200 qui est tout simplement là-bas à 21 800 $, donc parfaitement dans le creux, ce qui ferait vraiment une bonne opportunité pour faire du DCA sur le Bitcoin, bien évidemment. J'ai fini pour le Bitcoin, rapidement, Ethereum, rien à dire de plus que hier, alors où est-ce qu'il est Ether? Par exemple, vous voyez, c'est ça le problème, dès que ça rebondit, les spreads qui redeviennent positifs sur FTX, sur OKX, les gens sont dans cette mentalité de ça rebondit, je vais louper le train, je vais me refaire, je vais mettre du levier, et voilà, et c'est pas la mentalité qu'il faut avoir. Donc pour moi, c'est pas ce qu'il faut en fait, c'est vraiment pas ce qu'il faut pour poser un bottom sur ce marché. Après, les prix sont très alléchants, vraiment. Le mec qui achète à 30 000 ici, même si ça va à 21 000, dans les prochaines semaines, prochains mois, il aura de grandes chances de pouvoir sortir en bénéfice, même s'il a acheté à 30. Mais là, on essaye vraiment d'optimiser son trading. Quand on essaye d'optimiser, on essaye soit de choper vraiment le développement d'un bottom, ou si on est dans l'optique d'essayer d'attraper un couteau, pour moi, ce couteau peut sans problème, si jamais on en a un gros, finir dans la zone 24-27 ou 19-22. Et donc à ce moment-là, il faut avoir les liquidités pour essayer de capturer les achats ici, quoi, tout simplement. Également, une chose que je voulais, oui, c'est sur Ethereum. Donc Ether un petit peu différent que j'ai ici.
qui n'est pas encore venu chasser ses liquidités. Ça aussi pour moi c'est un indicateur que ça m'étonnerait que le Bitcoin s'arrête ici, à moins que ETH-BTC chute drastiquement, ce qui ferait que Ether pourrait chuter sans Bitcoin. Mais généralement les deux s'accompagnent, hein. Donc Ether qui n'a pas chassé ses liquidités, je trouve ça assez bizarre. Au moins de finir sous les 2159 pour moi c'est l'objectif. Et après sinon pareil, sur Ethereum il y a vraiment un énorme creux de liquidité sous les environ, pour être vraiment précis, hein, sous les 1680, voire aller si on tire un peu plus. De 1680, 1400, ça peut être vraiment une bonne entrée en termes de capture de liquidité, sachant que c'est dans la zone de rechargement. On va tracer ça, mais c'est en pleine zone de rechargement. Hop. Donc, techniquement, ça ferait une bonne entrée, capturer les creux. Pourquoi? Oui, il y en a qui me disent, oui, tonton, tu penses que les mecs qui ont long ici sont pas sortis? Si, ceux qui ont long ici en levier sont probablement sortis. Parce que les fundings étaient très élevés, que ça coûtait de l'argent et que quand le prix chute, on sort de position. Enfin, les mecs clôturent leur position. En fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ceux actuellement qui foutent du levier, et ça on le voit, puisque les fundings sont positifs, il y a toujours des gens qui essaient de capturer du long ici. Ceux qui achètent ici mettent leur stop où? Ils mettent leur stop là-bas, ou ils mettent leur stop là-bas. Et quand vous achetez ici, dites-vous que le mec qui achète ici, par exemple en levier x10, il a une liquidation à 10% de son prix, 2000. Celui qui se dit, ok, moi j'achète en levier x3, c'est safe, on va pas descendre de 30%, 33%. Bah si, en fait, ça nous ramène dans notre objectif des 1005, 1006. C'est à ces gens-là que je pense. Ceux qui achètent, qui regardent à leur gauche pour poser leur stop. Vu qu'on est dans un jeu de liquidité, on regarde où sont les niveaux évidents de liquidité. Donc c'est ici dans cette box verte et ensuite ce sera là-bas dans cette box verte. Donc si ici on voit aucun signe, on voit rien du tout, il y a de grandes chances que le marché puisse vouloir se diriger là-bas et qu'on soit dans le finish avec des altcoins qui finissent dans un bain de sang. Et à ce moment-là, les bottoms qui puissent se poser et ensuite on verra bien ce qu'il en est. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que oui, les gens qui achètent ici, aujourd'hui, mettent leur stop au-dessus de ce plus bas et ensuite vont se protéger en dessous des plus bas là-bas. Ce qui fait que ce sont des gens à aller chasser. Par exemple, sur Deribit, je vous avais déjà montré ça. Donc là, sur Bitfinex, d'ailleurs, il y a le gros ordre. Hein, le mec a mis des centaines et des centaines de bitcoins à acheter. Sur Finex, on le sait, il y a des whales qui sont littéralement en train d'acheter comme pas possible. Je reviens sur Deribit. Rappelez-vous, tant qu'on reste sous ce carré bleu ici, c'est sous cette box bleue ici, c'est les acheteurs qui sont coincés. Ok, oui, il y a beaucoup de gens qui ont shorté ici, qui ont FOMO short là-dedans, mais pour l'instant, c'est pas eux qui ont la tête sous l'eau. C'est eux qui sont en position ici de pouvoir tenir leur trade. Alors que les acheteurs qui ont acheté ici, eux, ont la tête sous l'eau. Et du coup, pour déclencher un short squeeze, il faudra au moins repasser au-dessus des 34 000 pour bien déclencher ce short squeeze. À moins que on aille chercher ces ordres ici. Donc là, c'est des mecs qui veulent acheter en millions. Que l'open interest continue d'augmenter comme ça sur Deribit, ok. Et que du coup le CVD chute. S'il y a ça, ça indiquera que les gens sont en train de shorter à mort dans cette zone, là où il y a des grosses whales qui achètent pour des millions. Et à ce moment-là, si on remonte, bam, là on peut faire un gros short squeeze. Et ça pourrait faire une sorte de gros V-bottom, une sorte de gros rebond qu'on ira retester, mais ce sera probablement notre bottom par la suite et on pourra remonter. Quelque chose comme ça. Mais là, en tout cas, sur Deribit, il y a une action très bizarre où il y a vraiment, il y a des whales ici qui achètent massivement. Ça, je vous l'ai montré hier, même sur Bitfinex ici. Et on peut revenir rapidement sur l'exposition longue des whales sur Bitfinex qui continue de monter encore. Les mecs continuent de construire du long. Ici, on parle de whales, on parle pas de retail. Il faut savoir que depuis 2019 environ, 2019-2020, il y a quasiment plus de retail sur Bitfinex, quasiment que des whales. Donc là, on sait que les whales sont en train d'accumuler du long sur Bitfinex. Et aussi, elles sont en train de clôturer leur long sur ETH-BTC et d'ouvrir du short sur ETH-BTC. Donc, ils sont en train, en gros, de miser sur une remontée de la Bitcoin dominance, tout simplement. Ici. Ça short ETH-BTC et ça longue, et ça clôture les longues sur ETH-BTC. ETH-BTC, je l'ai ici sur Bitfinex, pareil. Les whales qui font des actions très bizarres. C'est pas des retails qui font ça, hein. Ici, c'est pas les retails qui sont en train de distribuer là, des centaines et des centaines d'Ethereum. Des milliers même d'Ethereum. C'est pas des retails ici, ça c'est littéralement des whales. On voit qu'ici, ils sont en train de clôturer leur long et d'ouvrir du short ici, clôturer leur long, ouvrir du short ici, clôturer leur long, ouvrir du short ici. Donc c'est en train de miser sur une remontée de la Bitcoin dominance. Je vous laisse regarder la Bitcoin dominance, je ne commenterai pas, mais voilà, pour moi le message il est clair, la Bitcoin dominance. Voilà, pour moi la Bitcoin dominance est en train de redevenir bullish. Tout simplement. Et ces mecs sont du coup en train de s'opposer à Ethereum BTC. Ce qui pourrait justifier la remontée d'une Bitcoin dominance. Donc, si le Bitcoin remonte doucement mais sûrement, des altcoins qui, elles, ne bougent pas tellement, donc des gens qui vont se dire, mais nous, on est majoritairement all-in dans les altcoins, merde, nos altcoins, elles ne remontent pas, c'est le Bitcoin qui remonte. Du coup, ce qui va créer du désintérêt.
Parce que les gens sont intéressés par les alts et pas trop par le Bitcoin. Et du coup, à ce moment-là, des gros bottoms qui peuvent se poser sur les alts parce que les gens s'y intéressent pas. Et du coup, ça pourrait développer de jolies structures après les chutes comme ça sur les alts, des bons gros W dans des W, comme on a eu en hiver 2020. Peut-être que ça arrivera courant 2023-2024 pour ensuite, voilà, un redébut de cycle, imaginons. Et j'ai fini pour BTC, Ethereum. Je vais voir si j'ai encore un peu de temps pour faire Luna ou pas, sinon j'en parlerai demain. Je pense qu'on a encore un petit peu de temps si je grouille sur la macro. Donc la macro, c'est simple, on attend les chiffres de l'inflation. Les crypto-monnaies sont corrélées à ce qui se passe sur les assets à risque macroéconomiques. Donc le S&P 500, etc., etc. Le dollar index qui est toujours en train de consolider sous résistance. On a un S&P qui chute, des actions qui chutent, pourtant un dollar index qui continue de consolider, c'est assez bizarre. Ils devraient accélérer, donc soit ils sont en train de réaccumuler ici pour une bonne poussée encore, soit c'est de la distribution, et donc les indices vont bientôt se retourner. On attend les chiffres de l'inflation. On a également la même pattern de retournement sur le S&P 500, comme sur le Bitcoin, hein, qui n'est pas confirmé, qui est potentiel encore une fois. Donc le marché est en train de consolider, c'est ce qu'on appelle une zone de combat ici, en attendant les chiffres de l'inflation. Notre indice nous indique plutôt peut-être des chiffres légèrement plus hauts, mais l'indice peut se tromper, et à ce moment-là, si on a une inflation qui commence à baisser, le marché peut bien le prendre, et on pourrait entamer une petite remontée ici. Est-ce que ce sera the bottom? Techniquement, non, mais ça sera au moins un rebond, et on verra jusqu'où ce rebond pourra nous mener. Et du coup, macroéconomie, c'est fini, c'était vraiment très rapide, donc attendons les chiffres de l'inflation. On a aussi Coinbase qui a dû démentir comme quoi il ne ferait pas banqueroute. Ok, donc il y a des gens qui ont dit que Coinbase allait faire banqueroute, il y a des records de volume de vente ici, on est en train d'assister à une capitulation sur Coinbase, ça pour moi c'est certain. Enfin c'est certain, c'est ce que me disent le volume ici, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un volume de vente aussi monstrueux, donc là, probablement capitulation. Ou beaucoup de vendeurs, donc un bottom pourrait se poser par la suite, pas très très éloigné de ces niveaux de prix potentiellement. À moins que ce soit un exit, et que même des gros ici soient en train de sortir de Coinbase à 72$, mais généralement, les gros, ils sortent pas sur un mouvement aussi baissier, hein. Ils sont déjà sortis, donc là, c'est plutôt les holders de Coinbase qui sont en train de capituler. Donc ça peut être bon signe par la suite, mais bon, techniquement, il n'y a pas encore de signe de bottom, on va pas s'exciter. Et du coup, oui, Luna, je voulais faire Atom, mais Luna est trop préoccupant. Donc là, on oublie tout ce qui est 0,886, zone de rechargement, etc. Ok, quand il y a ce qui se passe actuellement où c'est vraiment boosté par du fondamental, on oublie, enfin non, je vais y arriver, l'analyse technique, il ne faut pas l'oublier. Et c'est pas parce qu'un asset est hyper volatile qu'il y a les meilleurs coups du monde à faire. Beaucoup de gens sont en train de se dire ça. Il y a ceux qui, par exemple, perdent dans leurs altcoins, vendent leurs altcoins, vont dans Luna parce qu'ils se disent Luna est trop intéressant. Quand Luna va reprendre en valeur, je vais faire un x4, x5, donc je vais récupérer mes pertes. Sauf que ça marche pas comme ça. Ce qui fait qu'il y a des gens qui s'exposent encore plus sur le Luna, et donc il y a encore plus de bag-holders qui rentrent et qu'on peut victimiser, qu'on peut défoncer. Si on se met en logarithmique, il y a encore de la marge. Ce truc peut chuter. Et là, vraiment, quand on passe en logarithmique, si ce support ici ne tient pas, derrière, c'est bain de sang jusqu'aux 2$. Donc encore, ici on peut se dire oui, ça passe de 4,80$ à 2$, c'est pas une grosse chute, hein. Il est passé de 100$ à 4$, ça c'est une grosse chute, oui, mais en termes de pourcentage, c'est une chute de capital de 56%, ce qui est énorme, surtout que ça pourrait aller très vite. Je suis d'accord, ce support est vraiment une opportunité juste monstrueuse, il n'y a pas de problème. Oui, c'est un très bon prix, 4$, c'est un très bon prix, etc. Si je mise 1% de risque de mon capital ici, oui, je peux le faire. Si j'estime que le Luna va se remettre, je prends le pari de risquer 1% de mon capital. S'il va à 0, je perds 1% de capital. Si j'ai un capital de 100 000 €, je perds 1 000 €, ce qui est très acceptable. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais si je me dis, je vends toutes mes altes pour aller dans le Luna, parce que Luna, ça va remonter, j'en suis sûr et certain, et je vais me gaver, non. Je vais récupérer mes pertes, non, ne pensez pas du tout comme ça. Généralement, ce genre de chart, il faut s'en écarter. En revanche, l'analyse technique va servir quand on verra ce truc être hyper plat et ne plus rien faire. Là, oui, si on a ça, pas un breakout, là on a le signal que ok, là on reprend un marché haussier et il pourra retracer. Et là, il y aura des trades intéressants. Mais se précipiter, essayer d'acheter un truc qui au final peut faire ça et littéralement mourir à ne rien faire pendant des années, c'est bloquer du capital pour rien, alors que ça se trouve, il y aura d'autres bons coups à jouer sur le marché. Donc oui, la volatilité peut rendre fou et se dire il y a des coups monstrueux, ou par exemple on voit UST qui est en train de s'effondrer, on peut se dire oui, j'achète de l'UST à 27 centimes et le truc je le revends quand il retourne à 1$, je fais une plus-value monstrueuse. Oui, pourquoi pas, mais le truc en attendant, il peut aussi aller à 5 centimes, je dis pas qu'il va y aller, mais s'il y va, tu fais comment? T'auras bien envie de vendre. Ok? Donc éviter aussi ce genre de raisonnement. Après, ça se trouve, on est sur le bottom de UST, on achète à 27 centimes, ça fait une opportunité de fou, hein. Mais c'est très risqué. Est-ce qu'on prend le risque de risquer tout son capital là-dessus? En tout cas, personnellement, non. Et du coup, au moins attendre un petit W daily qui montre que la pression vendeuse est finie et que ce truc est prêt à retracer.
Oui, il y a des gros qui achètent ce marché. Ça, on peut le voir sur Trading Light ici. Là, si je vais sur Luna, Binance, oui, ici, il y a des gens qui achètent. Ça, c'est clair. Là, ça se voit, il y a des gens qui mettent des ordres, qui achètent tranquillement en limite. Mais elles, ces whales sont possiblement... Enfin, elles sont capables, en fait, d'attendre des mois et des mois de voir ce truc remonter. Alors que le retail qui a acheté ici à 16 $, bah, il est déjà, en fait, sur une perte d'investissement juste monstrueuse. Alors que la whale qui achète à 16 $, elle, elle peut s'en foutre. Parce qu'elle a un capital tellement énorme, elle est tellement exposée sur plein d'assets qu'elle compte pas sur Luna pour gagner de l'argent. Si ça monte, tant mieux pour elle. Si ça met du temps, bah la whale, elle attendra en fait. Si elle estime que ce truc pourra remonter au-dessus des 16 $. J'espère que vous suivez un petit peu mon raisonnement. Donc faites très très attention à ce raisonnement de se dire ah je l'achète ici, de toute façon ça peut pas aller plus bas. Si, ça peut aller plus bas. Et même, ça se trouve, ça peut juste faire du surplace pendant très longtemps et vous restez bloqué dans un truc qui ne remonte pas malheureusement. Attendons les signaux de retournement qui ne sont pas encore là. Maintenant, oui, vous allez me dire non, mais lui il est fou, 4,90$, il n'achète pas du Luna, le projet il est juste exceptionnel, c'est vraiment une offrande d'en retrouver à 4,90$. Si c'est votre mentalité, à ce moment-là, ne m'exposez pas tout votre capital, parce que vous risquez de tout perdre si le truc ne remonte pas. Ok? Et oui, je pense que ce truc finira par retracer ce mouvement, mais ça va pas se faire comme ça en tout the moon. Là, il y a de la volatilité, les gens se disent ça va se passer comme ça se trouve, ça va se passer comme ça, mais il y a très peu de probabilité, parce que là, il y a combien de gens qui ont eu ce raisonnement de oh là là, ça chute trop, faut racheter, donc il y a combien de gens là qui sont coincés? Dites-vous qu'en 1 ou 2 jours, tous ceux, et là, c'est, enfin, raisonner comme ça, actuellement, parce que là, c'est tout récent, c'est tout frais dans la tête des gens, donc en 1 ou 2 jours, peut-être qu'ils n'ont pas capitulé. Mais là, dites-vous que ceux qui ont acheté, par exemple, voilà, il y a 4 jours, en gros, voilà, ceux qui ont acheté ici, donc sur une période de 6 à 7 jours, dites-vous que tous ceux qui ont acheté dans ce rectangle sont bloqués, ont la tête sous l'eau et ont qu'une envie, c'est de sortir. Donc dites-vous, il y a combien de vendeurs ici, là, qui vont justement freiner une potentielle remontée parce qu'ils vont sortir. Si ça remonte doucement et qu'on bouffe tous ces vendeurs, et qu'après on fait ça, ok, là, ça va réaccélérer fortement, mais c'est très peu probable, je pense, vu le nombre de holders coincés qu'on a. Et aussi, je finirai là-dessus. Si le support ici cède, ok, c'est pas joli, mais je vais vous montrer une chose très simple. Oui, on est sur vraiment ici un niveau de volume très important, où il y a des gros qui sont rentrés qui vont défendre leur position, mais déjà on voit que là ils ont du mal, ici au niveau des 4$, donc il faut faire attention. Et surtout, je vais vous montrer un truc tout bête, mais il faut pas oublier que sur Luna, les plus riches, ils ont acheté environ à 30 centimes. Donc là, il y a des gens qui peuvent vendre encore à 1200%. Vous vous opposez à ces gens qui peuvent vendre à 1200%. Et là, on voit, regardez bien, qu'on est en train de perdre la zone de gros volume ici. Elle est là. Si on commence, oublions le support, regardons directement le volume, il a été exécuté. C'est mieux que le support. Il a été exécuté en gros de 4,80$ jusqu'à 7,45$. Si on commence à s'installer dessous, pareil, tous ceux qui auront acheté ici sont coincés. Là, quand on regarde bien le volume profile, c'est vide après, il n'y a pas grand chose. Et même au niveau de la charte, c'est vide, il n'y a pas de support, il n'y a rien du tout. Donc techniquement, si on perd ici, le prochain retour de volume, il n'est pas avant les 2,80$. Et si jamais le gros creux, il est vraiment ici, jusqu'au 1,50$. Donc dites-vous que si on perd ici, 1,50$ devient l'objectif réaliste. Êtes-vous prêt à faire all-in de votre capital et à risquer 66% de perte? Pour moi, c'est pas rentable. C'est pas rentable. À moins que vous voulez acheter long terme, que vous êtes persuadé que Luna, ça sera le futur, ça va survivre et que vous êtes prêt à encaisser des moins 80. Et très peu de gens sont prêts à encaisser tout ça. Et par exemple, des prix réalistes, enfin, voilà, pour moi, ces prix, on n'y touchera pas. C'est-à-dire que si on y va, là, oui, par exemple, acheter les yeux fermés si Luna ne meurt pas. Ici, ça vaut extrêmement le coup parce que c'est là où les gros ont acheté et les whales n'ont plus d'intérêt à vendre dans ces niveaux de prix parce qu'ils ont acheté ces tokens. Ils vont pas vendre ces tokens à des prix qu'ils ont achetés vu que c'est eux qui contrôlent le supply et que littéralement, il n'y a personne, il n'y a aucun retail. Enfin, il y a très peu de retail qui ont acheté là-bas. Ici, c'est majoritairement des whales. En gros, de 30 centimes jusqu'à 1,60$. Ok, donc dans cette zone de prix, là, oui, ça commence à devenir très intéressant. Si on croit au Luna sur le long terme, d'en acheter. En se disant, oui, ça, je suis prêt à le garder longtemps, peu importe ce que fait le prix. Pourquoi pas? Donc là, on voit qu'on est sur le combat du support, mais gardez bien dans un coin de votre tête, si cette zone, elle cède, bah pareil, les mecs qui ont acheté ici sont des bag holders et on peut les faire panic sell et les faire vendre jusqu'à au moins 1,50$. Donc faites très 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 attention. Oui, il y a de la volatilité, oui, il y a des coups à faire, mais la grande majorité vont se faire piéger malheureusement, et sont déjà piégés, je pense, hein, malheureusement, et se retrouvent avec de nouveaux investissements sous l'eau et peut-être avec des expositions trop importantes. Moi, je voulais vraiment vous revenir sur le fait de ne vous dites pas j'ai perdu, je sais pas moi, sur les altcoins, je vais tout revendre, je vais aller dans le Luna, je vais me refaire. Et comme ça, Luna est rebondi, je me fais tout. Non, pensez vraiment pas comme ça, c'est pas comme ça que ça marche.
investir un petit peu dans le Luna. Par exemple, voilà, un mec qui a un capital de 10 000 euros, qui veut mettre 1%, qui veut mettre 100 euros, pas de problème. Si ça va à zéro, je perds 100 euros. Si ça remonte, ça fait x5, je gagne 500 euros sur un capital à 10 000 euros, c'est bien. Pensez pas que le trading, c'est all-in, je prends 800%, je me refais. Non, c'est pas comme ça. Il y a de grandes chances que ça se passe mal. Voilà, c'était un petit peu mon disclaimer. Maintenant, oui, les prix sont très bien. Sur du long terme, ça peut être très bien. Et donc, à ce moment-là, si c'est du long terme, qu'est-ce qui vous presse d'agir ici? Pourquoi vous attendez pas, par exemple, ce qui a été fait ici, la même chute, une chute très brutale, le marché qui est très plat, les gens qui s'y désintéressent, ok. Le breakout qui est fait ici et le signal qui est donné. Une fois qu'on a breaké cette zone, on a bien le signal haussier ici d'une reprise haussière. Bah, attendez la même chose. Oui, ça fait... par exemple, si le signal il est déclenché à 7 $ et que le truc il dump à, je sais pas moi, ici le truc il dump jusqu'à 1,50 $, vous allez dire putain, j'aurais pu rentrer à 1,50 $, là on est à 7 $, je suis obligé d'acheter à 7 $. Oui, mais au moins tu as empêché le fait que ce truc, ça se trouve, aurait pu mourir et ne jamais redevenir bullish. C'est ça le truc. Je préfère attendre des confirmations haussières que d'entrer sur un asset qui malheureusement ne me montre aucun signe de retournement. Une fois qu'on a ça sur Luna, je vous le dis personnellement, si le FUD se tasse, que voilà, Luna n'est pas un projet qui meurt, etc., si la technique me dit go, personnellement, je pourrais aller dans Luna. Mais là, actuellement, oui, les prix sont très alléchants, oui, ça donne envie d'acheter, mais ce qui me retient, c'est que j'ai aucune garantie, conviction que ce truc va me donner des éléments techniques haussiers par la suite et qu'il pourra se reprendre. Si je les ai, let's go, je pourrais investir dedans. Si je ne les ai pas, je n'irai pas dedans, ok? Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je vous mets les liens en description en commentaire. C'est totalement gratuit. Hein. Donc le Discord est totalement gratuit. Vous pouvez échanger avec la communauté. Si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez nous rejoindre via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT. Privilégiez les paiements via le réseau BEP20. C'est le réseau qui offre les meilleurs frais, donc ça vous évite de payer des frais un petit peu abusés, généralement sur le réseau TRC20 ou ERC20, enfin généralement ERC20 plutôt. Également, il y a aussi le Patreon. À ce stade du mois, ça peut être ne pas intéressant, intéressant pour d'autres. On arrive proche à la moitié du mois. C'est généralement au début de mois le Patreon. Donc privilégiez le début du mois via le Patreon, plutôt peut-être le mois prochain. Sinon, il y a les modalités crypto qui sont faites pour vous. Si vous avez des quelconques questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Enfin, pardon, oui, en commentaire de cette vidéo. Je pourrai répondre sur le Discord. On pourra vous répondre. Si vous avez procédé au paiement et que vous avez le TXID, vous pouvez l'envoyer à tous les professeurs. Le premier qui le voit le valide et on vous met votre rôle élève directement. Comme ça, vous avez accès à l'école. On se retrouve donc demain pour une prochaine update de marché. Je pense que demain, on se fera Atome. Bonne journée à vous. Ciao, ciao.